La course à l'espace, ce n'était pas seulement Gagarine, des bonds de géants et des drapeaux plantés dans la poussière. C'était aussi quelqu'un qui se disait très sérieusement « Et si on nucléarisait la Lune, juste pour frimer ?» Voici une histoire de sandwich passé en contrebande, de pistolets laser pour les attaques d'ours et de deux superpuissances fonçant vers les étoiles, tout en se prenant les pieds dans leur propre ego des façons les plus débiles possibles. 1. Vous commandez Gemini 3, une merveille d'ingénierie filant à travers l'espace. Votre plus grande peur? Une explosion catastrophique? Une brèche dans la coque? Non. C'est un sandwich au corned beef. L'astronaute John Young, un véritable héros américain qui trouvait que la nourriture d'astronaute avait le goût d'une tristesse compressée, a fait passer en douce à bord du vaisseau un sandwich au seigle. Ce n'était pas qu'un encas, c'était un acte de délicieuse défiance envers la science nutritionnelle. En apesanteur, les miettes sont devenues de minuscules missiles indisciplinés du chaos, menaçant de griller chaque carte électronique. Imaginez expliquer ça aux contribuables. Oui, la capsule à plusieurs milliards de dollars a été neutralisée par une graine de Carvi dissidente. À leur retour, le Congrès a fait sa carène à fond, organisant une audition officielle sur le sandwich. Un sandwich. Ils ont traité un produit de charcuterie avec la même gravité qu'une bombe soviétique, prouvant que la force la plus puissante de l'univers, c'est la bureaucratie américaine qui se met dans tous ses états. 2. L'équipage d'Apollo 12 n'était pas seulement des astronautes, c'étaient de véritables légendes de la connerie. Avant d'aller sur la vraie Lune, leurs potes de l'équipage de secours ont monté la plus grande blague de l'histoire. Ils ont discrètement plastifié et caché de minuscules pages centrales de Playboy à l'intérieur des checklists officielles fixées aux poignets des astronautes. Ça a exigé une logistique digne du centre de contrôle, mais pour faire passer de la porn. Alors voilà le commandant Pete Conrad, en train de sautiller partout en faisant de la géologie très sérieuse. Et il tourne une page et bam! Bonjour Miss Décembre. C'est un magnifique témoignage du fait que, quelle que soit la distance à laquelle nous voyageons loin de la Terre, le cerveau masculin reste solidement dans le caniveau. Oubliez de planter un drapeau. Il s'agissait de semer les graines d'un humour de potes glorieux et sans filtre là où aucun homme ne les avait encore semés. Pour la science? Non, mec. Pour les gars? 3. Nous avons maîtrisé la physique orbitale, mais pendant très longtemps, on n'a pas réussi à comprendre comment faire caca dans l'espace sans déclencher une poupocalypse. Les toilettes d'Apollo, c'était littéralement un sac en plastique que vous deviez scotcher sur votre propre derrière avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas seulement un défaut de conception, c'était une trahison fondamentale des lois de la physique. Un faux mouvement et vous lâchez un volcan fessier en 0G à l'intérieur d'une boîte de conserve. Les toilettes de Skylab étaient un léger progrès, mais c'était essentiellement un aspirateur high-tech avec une cible de la taille d'une pièce de monnaie. Le simulateur avait même une caméra à l'intérieur de la cuvette pour que les futurs héros puissent s'entraîner à viser. C'était le jeu vidéo le plus à enjeux maximaux et à récompense minimale jamais créé, donnant un tout nouveau sens, terrifiant, à la phrase « Houston, on a un problème ». 4. Pendant que l'Amérique écrivait des lettres furieuses à propos du pain de seigle, les Soviétiques jouaient à un tout autre jeu. Leurs cosmonautes, étant russes, comprenaient que les longs voyages stressants nécessitent des rafraîchissements. Ils sont devenus des maîtres pour faire passer du cognac en orbite. Pendant que la NASA pesait la nourriture au gramme près, ces glorieux salopards tenaient une supérette céleste dans leur combinaison. Ils remplissaient leur tube officiel de jus avec de l'alcool, en l'étiquetant « extrait de pruneau » pour embrouiller les coincés. Ce n'était pas juste pour s'amuser, c'était une question de fierté nationale. Vous savez très bien que leur centre de contrôle était dans le coup. Genre, « Ok Dimitri, le plan de vol dit que tu vas analyser les rayons cosmiques, mais on sait tous que tu cherches juste un bon endroit pour enfumer le Soyouz. » C'est la preuve que l'esprit de la Russie est plus fort que la gravité. 5. Imaginez regarder par votre fenêtre et voir la plus belle nébuleuse scintillante que vous ayez jamais contemplée. Maintenant, imaginez découvrir qu'elle est faite de pipi congelé. Le vaisseau Apollo n'avait pas de place pour stocker les déchets, alors les génies de la NASA ont décidé de simplement les balancer dans le vide. Ce jet d'urine d'astronaute se figeait instantanément, en un nuage de minuscules cristaux de glace scintillants,
créant une majestueuse traînée derrière le vaisseau. C'était comme la boule à neige de Dieu, si Dieu avait une infection de la vessie et un goût pour le dramatique. Ce phénomène céleste était un grand panneau scintillant. Kilroy est passé par ici, écrit en fluide corporel, congelé à travers les cieux. Imaginez une civilisation extraterrestre voyant ça. Contemple Zorp, les créatures dites de la troisième planète. Leur premier acte d'art interstellaire est un nuage de pisse. 6. Avant même de pouvoir faire voler une fusée, la NASA devait s'assurer que tes entrailles ne se transformeraient pas en soupe. Leur outil pour ça, c'était une gigantesque machine tournante de mal absolu qu'ils appelaient une centrifugeuse, mais qui aurait dû s'appeler la Puka Whirl 5000. Si porté volontaire, c'était comme dire à ton médecin « Hé, tu peux secouer mon squelette pour le décoller de mon costume de viande ? Pour la science ?» Ils faisaient tourner les meilleurs héros de l'Amérique jusqu'à ce qu'ils puissent goûter leur propre rate, leurs organes essayant d'échanger leur place. On décrivait l'expérience comme le fait d'avoir un éléphant assis sur la poitrine pendant qu'un géant ivre te fait tournoyer. Cette machine servait moins à collecter des données qu'à découvrir exactement de quelle couleur devient une personne juste avant que son âme ne quitte son corps. Dieu bénisse l'Amérique. 7. Pour trouver les hommes les plus sains d'esprit à envoyer dans l'espace, la NASA employait des psychologues qui étaient clairement complètement à l'ouest. Les tests psy étaient une masterclass de bizarrerie. Ils montraient à un candidat une carte entièrement blanche et demandaient « À quoi ça vous fait penser ?» C'était un piège total. Les psychologues réglaient manifestement leurs propres problèmes en utilisant les héros de l'Amérique comme rats de laboratoire. Tout le processus était un catch-22 venu de l'enfer. Si tu étais assez sain d'esprit pour comprendre que les tests étaient fous, tu étais manifestement trop intelligent et donc pas fiable. Mais si tu jouais le jeu, tu étais probablement un cinglé. En gros, ils cherchaient un golden retriever humain, intelligent, loyal et juste assez bête pour ne pas remettre en question l'absurdité de tout ça. 8. En 1985, la guerre du cola a décollé jusqu'à l'orbite. Dans ce qui est probablement la chose la plus années 80 qui soit, Coca-Cola et Pepsi ont dépensé des fortunes à inventer des canettes spatiales, spéciales. Certains des meilleurs ingénieurs du monde, capables de calculer une trajectoire lunaire dans leur sommeil, étaient désormais chargés d'empêcher le coca de mousser dans le nez d'un astronaute. On imagine très bien la présentation PowerPoint. Synergie, 0G, la frontière ultime du rafraîchissement, pendant que tout le monde dans la salle rêve de ses primes. Les astronautes étaient des rats de laboratoire malgré eux, dans un test de goût corporate venu de l'enfer, forcés de boire pour une publicité télévisée, une eau sucrée tiède et pétillante. La mission a été un exploit monumental, prouvant que les impulsions les plus stupides du capitalisme n'ont aucune limite terrestre. 9. L'équipe marketing de Tang est la championne incontestée pour vendre de la pure merde au public américain. Ils ont convaincu toute une génération que leur poudre orange fluorescente était la boisson des dieux, officielle, le nectar qui alimentait nos héros de l'espace. La réalité ? Les astronautes disaient en privé que ça avait le goût d'acide de batterie mélangé à de la peinture en spray orange. Ils n'en buvaient que parce que l'alternative était de boire l'eau recyclée de la NASA, qui avait le délicieux arrière-goût d'iode et du café d'hier. Tang était un agent chimique de dernier recours. Mais sur Terre, les gosses en descendaient trop des litres, persuadés qu'un verre de plus les rendrait assez intelligents pour devenir astronautes. C'était une masterclass pour transformer un produit à la limite du mauvais en symbole de fierté nationale, prouvant qu'avec suffisamment de bonne publicité, on peut faire croire n'importe quoi aux gens. 10. Alan Shepard n'était pas seulement le premier Américain dans l'espace. Il a aussi été le premier Américain à traiter un autre corps céleste comme son club de golf personnel. Pendant la mission Apollo 14, ce taré absolu a fait passer en douce une tête de fer 6 et quelques balles de golf sur cette putain de lune. Pendant que le monde regardait, retenant son souffle pour une découverte scientifique, Shepard s'occupait à installer le practice le plus exclusif de l'univers. Il a topé le premier coup, puis a affirmé que le second avait volé sur des kilomètres et des kilomètres. C'est le mensonge de golfeur le plus légendaire jamais raconté, et il l'a raconté depuis la Lune. Des milliards de dollars, le sommet de l'ingéniosité humaine.
juste pour qu'un type réalise son fantasme de frapper une balle de golf sans avoir à craindre de toucher une voiture sur le parking. Ça, c'est le rêve américain. 11. Tu peux être un homme missile au regard d'acier, un héros pour des millions et un pionnier sur la frontière ultime. Mais pendant des heures d'affilée, tu es aussi un gars qui porte une couche. N'édulcorons pas ça avec des noms sophistiqués comme vêtements à absorption maximale. C'est un Depends high-tech fourni par le gouvernement. Pour des sorties extravéhiculaires qui durent des heures, les astronautes n'ont pas d'autre choix que de simplement y aller. À l'intérieur d'une combinaison qui coûte plus cher qu'une villa. C'est l'expérience d'humiliation ultime. Imagine flotter au-dessus de la Terre, contempler la beauté du cosmos, tout en essayant d'ignorer le fait que tu es assis dans ton propre marécage personnel. C'est la façon qu'a l'univers de rappeler à nos plus grands héros que, au bout du compte, ils sont tout aussi bordéliques que le reste d'entre nous. 12. Gordon Cooper n'était pas seulement un astronaute, c'était un troll de classe orbitale. Pendant sa mission de 1963, il a radiotransmis qu'il voyait un objet lumineux, verdâtre, se rapprocher de sa capsule. Pendant quelques minutes terrifiantes, le centre de contrôle de mission et des stations de suivi en Australie ont cru qu'ils allaient assister au premier contact en direct à l'antenne. Le monde était au bord d'une panique d'invasion extraterrestre. Mais c'était une blague. Cooper savait exactement quand il survolerait une station de suivi secrète et a tout orchestré pour se foutre d'eux. On a confié à cet homme l'une des machines les plus puissantes de la Terre et il s'en est servi pour réussir le canular téléphonique le plus élaboré de l'histoire. Quel parfait connard étoilé! 113. L'équipage d'Apollo 10, volant du côté obscur de la Lune, a soudain entendu une musique fantomatique et sifflante dans ses casques. Complètement coupés de la Terre, ils ont paniqué. Étaient-ce des aliens? Les fantômes de cosmonautes morts? Ils avaient tellement peur d'être cloués au sol pour cause de folie qu'ils ont failli ne pas le signaler. Pendant des décennies, les transcriptions ont été tenues secrètes, alimentant 1 millier de conspirations sur les ovnis. La vérité, bien sûr, était infiniment plus débile. Ce n'étaient que des interférences radio entre leurs deux engins spatiaux. La musique hantée du cosmos était l'équivalent céleste de votre autoradio qui fait un bruit bizarre quand vous recevez un appel. L'univers n'essayait pas de communiquer. C'était juste le cas de 2 machines à 2 milliards de dollars qui captaient les mal. 14. L'Amérique a envoyé ses meilleurs et ses plus brillants. L'Union soviétique a envoyé des chiens clochards. Ils ont littéralement juste raflé des chiens errants dans les rues de Moscou en se disant que s'ils pouvaient survivre seuls à un hiver russe, ils pourraient probablement encaisser l'espace. Et après leur retour, ces chiens ont été traités comme des célébrités de premier plan. On leur a mis de petits costumes sur mesure, on les a exhibés devant des foules en liesse, et on les a présentés comme des icônes de la supériorité communiste. Ces chiens sont passés d'éviter les voitures et de se battre pour des bouts de pain à être conduits avec chauffeur à des dîners d'État. On le voit dans leurs yeux sur les vieilles photos. Une confusion totale, absolue. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils sont juste contents que quelqu'un leur gratte enfin derrière les oreilles. 15. Un jour dans les années 70, un scientifique de la NASA, probablement après un long déjeuner, a posé la question qui n'était dans la tête de personne. Et si on défonçait des araignées dans l'espace? Bon, peut-être pas défoncées, mais ils ont bien lancé 2 araignées nommées Arabella et Anita pour voir si elles pouvaient tisser des toiles en apesanteur. Les premiers résultats étaient hilarants. Les araignées flottaient simplement partout, totalement déboussolées, et leurs premières toiles ressemblaient à des gribouillis de tout petits. Elles étaient en gros ivres de l'absence de poids. Mais ensuite, comme de vrais professionnels, elles se sont reprises et ont commencé à tisser des toiles presque parfaites. L'expérience a prouvé que les araignées ne sont pas seulement terriblement adaptables, mais qu'elles sont probablement mieux taillées pour le voyage spatial que la plupart des humains. C'était un bon bizarre, à 8 pattes, pour la science. 16. Le kit de survie des astronautes américains contenait des trucs comme un couteau et quelques fusées de détresse. Le kit de survie des cosmonautes soviétiques contenait un putain de pistolet laser. Une arme laser entièrement fonctionnelle à 3 canons.
La raison officielle était le signalement, ou la légitime défense. Se défendre contre quoi exactement? Un grizzly que vous voulez aveugler avec la puissance de la science? Soyons honnêtes, ils l'ont inclus pour une raison et une seule. C'est un foutu pistolet laser. Ce n'était pas un outil, c'était un pur fantasme de la guerre froide. Pendant que les Américains se préparaient à survivre en pleine nature, les Soviétiques se préparaient apparemment à repousser une invasion extraterrestre ou à rejouer des scènes de leurs films de science-fiction préférés. C'était follement peu pratique, totalement inutile, et la chose la plus cool jamais envoyée à bord d'un engin spatial. 17. Les Soviétiques ont regardé l'immense vide de l'espace et se sont dit « Tu sais ce que ça demande? Un canon géant ?» Dans une décision qui a fait passer la course à l'espace d'une compétition scientifique à un potentiel film de Michael Bay, ils ont fixé un canon d'avion modifié à leur station spatiale militaire Almaz. Ce n'était pas une métaphore, c'était une vraie arme cracheuse de feu en orbite, capable de réduire en pièces des satellites ennemis, ou tout ce qui se mettait sur son chemin. Ils l'ont même testé en tir réel, avec succès, prouvant que, si on en arrivait là, ils pouvaient carrément déclencher une fusillade dans l'espace. Pendant que la NASA était occupée à taper des balles de golf, les Russes transformaient l'orbite basse en Far West. C'est la pièce de matériel militaire la plus glorieusement paranoïaque et démesurée jamais imaginée. Un véritable monument à la folie de la guerre froide. 18. Si le canon spatial ne suffisait pas, les kits de survie personnels des cosmonautes étaient tout aussi délirants. Si leur capsule déviait de sa trajectoire et atterrissait dans la nature sauvage sibérienne, ils devaient être prêts. Pourquoi? Des ours? Des tas et des tas d'ours. Alors, leur kit réglementaire incluait une machette et un fusil de chasse à triple canon qui faisait aussi office de carabine et de pistolet lance-fusée. C'était une arme combinée, le couteau suisse pour pulvériser des trucs. Imaginez être un cosmonaute. Vous venez de survivre à la rentrée atmosphérique, vous sortez en rampant de votre capsule au milieu de nulle part. Et votre première pensée n'est pas « Je suis un héros de l'Union soviétique », c'est « Bon, lequel de ces arbres a un ours furieux derrière ?» C'est une solution typiquement russe. Se préparer au vide cosmique et à un grizzly affamé avec le même sérieux. 19. Aujourd'hui, votre grille-pain a probablement plus de puissance de calcul que le vaisseau spatial qui a mis des hommes en orbite. L'ordinateur des missions du Project Gemini avait la bagatelle de 4 kilooctets de mémoire. Pas des gigaoctets, pas des mégaoctets, des kilooctets. Un SMS moyen est plus gros que ça. Ce truc tenait moins du superordinateur que de la calculatrice améliorée, avec une fâcheuse tendance à faire une crise au pire moment possible. Les astronautes, qui étaient des pilotes d'essai et pas des nerds de l'informatique, devaient entrer des commandes avec un pavé numérique maladroit, et un seul mauvais chiffre pouvait les envoyer filer vers Neptune. C'était l'équivalent numérique d'essayer de piloter un avion de chasse avec une manette Atari cassée. Le fait que ça ait fonctionné ne serait-ce qu'un peu tient du miracle scientifique et d'une veine incroyable, complètement stupide. 20. Gus Grissom était l'un des héros américains de la première heure, mais il avait une poisse inimaginable. Après son vol Mercury, l'écoutille de sa capsule, Liberty Bell 7, a explosé sans raison valable après l'amérissage. La capsule a coulé au fond de l'océan, et Grissom a failli se noyer. Jusqu'à la fin de sa vie, des gens ont chuchoté qu'il avait paniqué et fait sauter l'écoutille lui-même, une rumeur qui l'a hanté pour toujours. Il a soutenu qu'il ne l'avait pas fait, et des années plus tard, des éléments ont suggéré qu'il s'agissait d'une défaillance mécanique. Mais le mal était fait. C'est une tragédie typiquement américaine. On peut être assez courageux pour se faire sangler sur une fusée et se faire quand même bousiller par un seul boulon défectueux et une bande de bureaucrates commères. Il a conquis l'espace, mais a été vaincu par un mauvais ressort. 21. En 1980, dans un silo de missiles Titan II en Arkansas, un mécanicien a laissé tomber une seule clé. Elle est tombée de 70 pieds, a perforé le réservoir de carburant du missile et a déclenché une chaîne d'événements qui aurait pu mettre fin à la civilisation. Le silo abritait une ogive nucléaire de 9 mégatonnes, l'arme la plus destructrice de l'arsenal américain, et elle se retrouvait désormais posée au-dessus d'une bombe qui fuyait et qui était hautement explosive.
L'explosion qui a suivi a propulsé l'ogive hors du silo, et elle est retombée dans un fossé à quelques centaines de yards de là. Heureusement, les dispositifs de sécurité ont fonctionné. Mais pendant quelques heures terrifiantes, un outil tombé a presque déclenché la Troisième Guerre mondiale. C'est un rappel glaçant que le destin du monde ne repose pas toujours sur de grandes décisions, mais parfois sur un maladroit, au doigt de beurre, qui passe une très mauvaise journée au boulot. 22. À la fin des années 1950, les Soviétiques promenaient leur sonde spatiale Lunik dans le monde entier comme un cochon primé. La CIA, désespérée d'en connaître les secrets, a concocté un plan d'espionnage tout droit sorti d'un film de casse un peu idiot. Pendant que la sonde faisait une tournée en train, une équipe d'agents de la CIA l'a, en gros, kidnappée pour une nuit. Ils ont soudoyé le chauffeur du camion, détourné le convoi et emmené la sonde entière dans un entrepôt secret. Là, ils l'ont entièrement démontée, ont photographié chaque composant, l'ont remontée et l'ont rendue au train avant même que les Soviétiques ne se rendent compte qu'elle avait disparu. C'était un acte de pur vol audacieux. Ils n'ont pas utilisé de laser ni d'agents secrets en smoking, ils ont utilisé la bonne vieille ingéniosité américaine et 2 ou 3 pots de vin bien placés pour réussir l'un des plus grands casses de la guerre froide. 23. Le cosmonaute Sergueï Krikalev détient un record dont il ne voulait pas, l'homme qui est resté coincé dans l'espace pendant que son pays cessait d'exister. Il a décollé en mai 1991 en tant que citoyen de l'Union soviétique, en route pour la station spatiale Mir. Pendant qu'il était là-haut, l'URSS s'est effondrée dans un chaos total. Le nouveau gouvernement russe, ruiné, ne pouvait pas se permettre d'envoyer son remplaçant, alors ils l'ont tout simplement laissé là-haut. Pendant 311 jours, il a tourné autour de la Terre, un homme sans pays, regardant sa patrie changer littéralement sur les cartes en dessous. Il est finalement revenu dans une nation qu'il ne reconnaissait pas. C'est le problème ultime à longue distance, être coincé au bureau pendant que toute l'entreprise fait faillite et change de nom. 24. La NASA était dirigée par des génies, mais ils avaient un angle mort de la taille du Texas. Ils ne pouvaient pas obtenir d'assurance vie pour les astronautes d'Apollo. Aucune compagnie sur Terre n'aurait pris ce pari. Alors, les astronautes ont imaginé un plan de secours lugubre mais brillant. Avant chaque mission, ils signaient des centaines de cartes postales et d'enveloppes, créant une réserve de souvenirs incroyablement rares. Ces enveloppes d'assurance étaient remises à leur famille. Si les astronautes mouraient, leur famille pouvait vendre ces objets autographiés pour survivre. C'était un plan financier morbide, en dernier recours. C'est une solution étonnamment américaine à un problème. Si le gouvernement ne peut pas vous protéger, trouvez un moyen de monétiser votre propre mort potentielle. C'est à la fois profondément triste et un exemple incroyable de pensée ingénieuse et capitaliste. 25. La Maison-Blanche est prête à tout, ce qui inclut apparemment l'écriture de fanfiction sur des astronautes mourant de la manière la plus poétique possible. Caché dans un tiroir de classeur se trouvait un discours, rédigé pour le président Nixon, intitulé « In Event of Moon Disaster ». Si Armstrong et Aldrin se retrouvaient coincés, le plan était simple. Le contrôle de mission couperait simplement les communications, les abandonnant à leur sort comme un mauvais rendez-vous Tinder, après l'arrivée de l'addition. Un membre du clergé dirait ensuite quelques mots, et Nixon passerait à la télévision pour prononcer cet éloge funèbre d'une beauté glaçante, à propos des héros que l'Amérique venait d'abandonner à mourir sur un rocher à 240 000 miles de distance. C'est un niveau de pragmatisme froid et calculateur à la fois terrifiant et, il faut l'admettre, étrangement impressionnant. Quelqu'un a dû s'asseoir et écrire ça, probablement pendant que d'autres planifièrent la parade de la victoire. C'est un chef-d'œuvre de communication, transformant. On a merdé et on ne peut pas les récupérer, en un noble sacrifice pour toute l'humanité, garantissant que même en cas d'échec catastrophique, l'Amérique s'en tire encore en ayant l'air tragiquement héroïque. 26. En 1974, l'équipage de la station spatiale Skylab a fait la chose la plus américaine imaginable. Il a fait grève. Contre la NASA, dans l'espace. Les astronautes étaient poussés à bout par un planning ridiculement détaillé, minute par minute, depuis le contrôle de mission, où chaque seconde de leur journée était planifiée, probablement y compris les pauses toilettes et un créneau désigné « fixer le vide ».
Ils étaient en gros micro-gérés depuis une autre planète par des gens qui, eux, n'étaient pas en apesanteur. Lassé d'être traités comme des singes de laboratoire qui pointent à l'horloge, l'équipage a simplement coupé sa radio, ghostant de fait toute la planète Terre. On peut imaginer la panique totale au contrôle de mission lorsqu'ils ont réalisé que l'équipage de leur station spatiale à plusieurs milliards de dollars les avait mis en mode « ne pas déranger ». Pendant une journée entière, ils se sont juste détendus et ont profité de la vue, un splendide doigt d'honneur à la direction qui filait à 17 500 miles par heure, prouvant que le droit de dire à son patron d'aller se faire voir est, en fait, un droit humain universel. I-27. Au début, un ingénieur de la NASA, probablement après 3 martinis au déjeuner, a proposé l'idée d'une station spatiale gonflable. Le reste de la communauté scientifique a collectivement convenu que c'était l'idée la plus stupide qu'ils aient jamais entendue. Un ballon géant dans le vide, rempli de balles spatiales voyageant à la vitesse orbitale. C'était un château gonflable suicidaire pour astronautes. Une babiole cosmique qui n'attendait que de péter au premier micrométéoroïde. On s'est moqué de l'idée dans chaque réunion où elle a été évoquée, une théorie de doudingue certifiée. Quelques décennies plus tard, les habitats gonflables sont désormais considérés comme l'une des façons les plus intelligentes et les plus pratiques de construire des bases sur la Lune et sur Mars. C'est une leçon parfaite. La frontière entre complètement cinglé et génie visionnaire n'est souvent qu'une question d'attendre que tout le monde rattrape son retard. L'ingénieur d'origine a probablement passé des années à se sentir comme un roi enfin vengé, en le ressortant à chaque réunion de famille. 28. Vous pourriez croire que les bandes originales de l'alunissage d'Apollo 11 seraient stockées dans un coffre-fort gardé par des requins équipés de lasers. Vous auriez terriblement tort. Dans un moment de génie bureaucratique qui ne pouvait venir que d'une agence gouvernementale, la NASA les a perdus. Elle ne les a pas seulement égarés, elle a enregistré par-dessus. Pour économiser ce qui devait représenter quelques centaines de dollars, un type nommé Stan à la compta a probablement vu le budget pour de nouvelles bandes, a dit « on peut réduire ça » et a autorisé la réutilisation de vieilles bandes étiquetées « trucs de la Lune ». La plus grande prouesse de l'histoire humaine a été effacée pour laisser la place à ce qui était probablement des données ennuyeuses d'un satellite météo de Des Moines. C'est l'équivalent cosmique de mettre en gage un prix Nobel pour acheter un paquet de cigarettes, et le « oups » le plus douloureux et profondément stupide de l'histoire de tout. C'est une erreur si énorme qu'elle en devient presque admirable par sa pure incompétence de classe mondiale. 29. Les sondes soviétiques envoyées vers Mars avaient la fâcheuse habitude de simplement mourir. Elles s'approchaient de la planète rouge, puis soudain se taisaient, tombaient en panne ou filaient dans l'oubli. Les échecs étaient si constants que les ingénieurs, dans un accès de pur fatalisme russe, ont laissé tomber la science et ont accusé le surnaturel. Ils affirmaient qu'une goule galactique hantait l'espace autour de Mars et mangeait leur vaisseau. Ce n'était pas qu'un surnom amusant, c'était leur explication officieusement officielle d'une série d'échecs si épiques qu'elle ressemblait à une malédiction. On peut très bien imaginer les débriefings à Moscou. « Camarade général, la télémétrie est formelle. La goule avait encore faim. » C'est un exemple parfait de ce qui arrive quand votre ingénierie est si systématiquement mauvaise qu'il semble plus plausible de croire aux monstres de l'espace que d'admettre que vous avez encore foiré le câblage. Encore. C'est une façon magnifiquement humaine de faire face au fait que vos fusées étaient tout simplement nulles. Au 30, en 1959, l'armée américaine, atteinte d'un cas sévère de ne pas être le centre de l'attention, a imaginé le projet Horizon. Un plan ultra secret visant à construire sur la Lune une forteresse militaire lourdement armée. Ce n'était pas une base scientifique, c'était une étoile de la mort lunaire, tenue par des soldats astronautes dont la mission était d'obtenir l'ultime position dominante. Les plans détaillés incluaient des réacteurs nucléaires et des mines Claymore conçues pour jaillir de la poussière lunaire afin d'accueillir tout invité soviétique non convié. C'était de la paranoïa pure, brute, de qualité militaire. L'armée a contemplé la beauté sereine de la Lune et s'est dit « Vous savez, cet endroit a besoin de plus de nids de mitrailleuses et d'un réfectoire bien défendu. » Cela a prouvé que, peu importe jusqu'où nous allons, le premier réflexe humain est de chercher comment militariser le paysage,
de se plaindre de la nourriture, puis probablement de dessiner des bits sur les roches lunaires quand le commandant ne regarde pas. 31. Comme si une forteresse lunaire ne suffisait pas, l'US Air Force avait une idée encore plus déjantée, le projet A-119. Le plan était d'une simplicité terrifiante. Bombarder la Lune à l'arme nucléaire. L'objectif n'était pas scientifique. Tout le but était de faire exploser une bombe nucléaire à la surface lunaire, de façon si lumineuse que le champignon serait visible depuis la Terre, à l'œil nu. C'était censé être l'ultime démonstration géopolitique, une façon d'intimider les Soviétiques jusqu'à la soumission en leur montrant que nous étions assez fous pour coller un coup de poing à la Lune avec une bombe atomique. C'est l'équivalent, en politique étrangère, de rayer la voiture de quelqu'un parce qu'il vous a regardé de travers. Heureusement, une personne saine d'esprit dans la pièce a fait remarquer que c'était peut-être un brin agressif et que cela pouvait nous faire passer pour des méchants cosmiques, mettant fin au concours de pisse le plus idiot de l'histoire, avant même qu'il ne commence. C'était un plan né de la partie de la psyché américaine qui croit que tout problème peut être résolu par une explosion suffisamment grande. 32. Le projet Orion est, sans aucun doute, l'idée la plus merveilleusement folle et profondément américaine jamais conçue. Le plan ? Un vaisseau spatial gigantesque propulsé par un flux continu d'explosions de bombes nucléaires. Le vaisseau emporterait des milliers de bombes atomiques, les larguerait à l'arrière une par une à travers un orifice et chevaucherait les ondes de choc comme un surfeur sur une vague d'Armageddon pur. Le briefing de sécurité devait être incroyable. Bon, règle numéro 1, ne ratez pas la plaque de poussée. Il n'y a pas de règle numéro 2. C'était l'œuvre d'ingénieurs qui, manifestement, ont vu une explosion nucléaire et se sont dit « à mon tour ». C'était un rêve glorieux et terrifiant de surfer vers les étoiles sur une colonne de feu atomique, l'équivalent véhiculaire d'un pigargue à tête blanche hurlant l'hymne national, tout en tirant avec 2 fusils à pompe à la fois. C'était si fou, si dangereux et si brillant que c'est une véritable tragédie que cela n'ait jamais été construit. 33. Pendant que l'Amérique construisait la Saturn V, un chef-d'œuvre d'ingénierie majestueux et fiable, l'Union soviétique construisait son équivalent, la fusée N1. Et la N1 était, sans aucun doute, le plus grand feu d'artifice de toute l'histoire humaine. Cette bête absolue de machine était le billet des Soviétiques pour la Lune, mais elle avait un minuscule défaut de conception. C'était essentiellement une explosion contrôlée qui refusait de rester contrôlée. Le premier étage avait 30, oui, 3-0, moteurs fusées attachés à son cul. Ce n'était pas une symphonie de puissance maîtrisée comme la Saturn V, c'était un solo de batterie heavy metal du chaos. Un cauchemar de plombier fait de tuyaux et de conduites de carburant qui devaient tous fonctionner à l'unisson parfait. Et ils ne l'ont jamais, au grand jamais, fait. Lors de sa tentative de lancement la plus célèbre en 1969, la N1 ne s'est élevée que de quelques centaines de pieds au-dessus du pas de tir avant de décider qu'elle en avait marre d'être une fusée et qu'elle voulait plutôt être une boule de feu. Elle est retombée et a explosé avec la force de l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire, vaporisant complètement tout le complexe de lancement et remodelant une portion importante du Kazakhstan. Et le meilleur ? Ils ont tenté ça à 4 reprises distinctes. 4 fois, ils ont allumé la mèche du plus grand cierge romain du monde et se sont dit choqués quand ça s'est terminé en un échec glorieux et coûteux. La fusée N1 n'était pas seulement une tentative lunaire ratée, c'était une leçon récurrente, à plusieurs milliards de roubles, sur la manière de ne pas construire une fusée. Maintenant, la vraie question, qui était le plus idiot dans l'espace ? Les États-Unis, avec leur marketing, leurs couches et leurs procès de soda ? Ou l'URSS, avec la vodka, les canons et une énergie pure du type « pourvu que ça n'explose pas ». Laissez votre vote dans les commentaires. Et si vous voulez encore plus de glorieuses stupidités de l'ère spatiale tirées de l'histoire humaine, vous savez quoi faire avec ce bouton « J'aime » et s'abonner.